Salut tout le monde, on a Valmeunier. Alex, moi et des amis, Robert et Pierre. Aujourd'hui, petit dispositif un peu différent d'habitude, Grave. Aujourd'hui, on n'est pas dans une salle de jeu. Ouais, on n'est pas dans une salle de jeu, on a une putain de vue. En fait, c'est beaucoup mieux que chez nous. On voudra faire des lives que ici. Enfin, des lives, non. Là, on rec, mais c'est pas plus mal. Mais franchement, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va reparler des jeux auxquels on a joué. Et en l'occurrence, nous sommes déjà mercredi. On voulait faire ça tous les jours et on n'a pas du tout. On n'arrivera jamais à le faire tous les jours. Du coup, on a quand même joué. On a profité de nos vacances. On a fait des randonnées de malades. Mais je suis toujours pas morte, donc tout se passe bien. Et on a joué, on a redécouvert des jeux. Et en l'occurrence, là, on va parler d'un premier jeu auquel on a joué l'un des soirs. Lequel vous dire, je ne saurais pas, mais c'est pas grave. Et on a sorti un, j'ai envie de dire, vieux jeu pour le coup, oui. Colt Express. Ouais, Colt Express, pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, ça vous parle peut-être. C'était à l'époque où on faisait les à la découverte, mais vieux. Allez regarder les petits tutos. Quand elle était toute timide encore, c'était « Je vais vous présenter un jeu de société ». Exactement. Et ben là maintenant tout de suite, c'est pas vraiment moi qui vais vous le présenter, c'est Alex parce qu'il se moque. Et ensuite on pourra détailler ce qu'on en a pensé tout simplement. Ouais, Colt Express, je vais pas vous le détailler 15 ans parce qu'en plus je pense que la plupart d'entre vous connaissent. C'est un petit jeu, pas vraiment, il y a quand même beaucoup de matos, c'est un matos tellement sympa et je pense que c'est ce qui plaît beaucoup. C'est un train en 3D. Donc dans Colt Express, vous êtes tous des bandits, des brigands qui essaient d'amasser un maximum de tunas dans un train, tout en faisant attention au marshal qui est là pour vous empêcher de mener à bien tout ça. Donc dans ce train, vous allez vous fight entre les différents bandits parce que votre but c'est d'être celui qui a le plus d'argent à la fin. Comment ça se passe? Donc en effet, il y a un train en 3D qui sert de zone de jeu. Ce train en 3D, il y a deux espaces vraiment de jeu. Il y a l'intérieur des wagons et le toit des wagons, ainsi qu'une locomotive dans laquelle il y a le Marshall. Tous nos petits bonhommes vont être dans ce train, dans le wagon de fin, et puis vous allez remonter dans le train, passer dans les wagons, aller sur le toit, esquiver. Mais j'y arrive. Comment on fait tout ça? Et bien tout simplement à l'aide d'un petit deck de cartes qu'on a en main, un deck dont tous les joueurs ont le même deck dans cette main. Et sur ces cartes, ça va devenir un jeu de programmation. Parce que comment ça se passe? Vous allez jouer en 4 ou 5 manches, ça dépend le nombre de joueurs, un nombre de manches bien défini selon le nombre de joueurs autour de la table. Et en fait, chacun à votre tour, vous allez jouer une carte de votre main, soit face cachée, soit face visible en fonction de la manche, ce qui est indiqué. Par exemple, si vous passez sous un tunnel au moment du tour là, vous le jouerez face cachée. Sinon, vous jouez de façon générale, vous jouez votre carte face visible. Pourquoi vous allez jouer face visible? Parce que sur ces cartes, vous allez avoir un petit picto qui dit ça va programmer votre action. Par exemple, vous allez pouvoir monter d'un étage pour passer sur le toit, vous allez pouvoir vous changer de wagon, vous allez pouvoir mettre un coup de poing à un autre joueur pour lui faire tomber son butin, vous allez pouvoir ramasser des butins et vous allez pouvoir également tirer sur les autres joueurs, ce qui va avoir différents effets durant la partie. Que dire de plus? Oui, la programmation. Donc on va jouer une carte face visible chacun notre tour ou face cachée, et à la fin de la manche, une fois, donc des fois c'est en 3 manches, des fois en 4 manches, à la fin de cette manche, on va prendre la pile de programmation, on va la retourner et on va commencer à révéler les actions les unes après les autres. Donc par exemple, moi j'ai commencé à jouer, je me dis je me déplace d'un wagon. Robert il arrive, il dit moi je monte. Marion elle dit moi je mets un coup de poing parce que je sais qu'à ce moment-là du jeu il y a encore. Et en fait, il va falloir vraiment suivre la programmation de tout le monde parce que ça va arriver très souvent. Vous allez mettre un coup de poing, mais en fait les autres joueurs entre-temps, ils seront déjà partis du wagon. Vous allez tirer, il n'y aura plus personne en face. Vous allez vouloir ramasser quelque chose, l'autre joueur juste avant vous l'aura ramassé. Ça te rappelle quelque chose, Robert? Ça me rappelle beaucoup de choses. Ça te rappelle beaucoup de choses. Donc voilà, c'est un petit jeu familial avec un matos de dingue, beaucoup d'extensions. Des extensions sympas, beaucoup. Non, il y avait aussi, il n'y avait pas les cartes différentes. Je crois qu'on peut jouer parce que oui, j'ai pas parlé. Chaque personnage qu'on incarne il y a une asymétrie au niveau des pouvoirs. Chaque personnage a un petit twist, un petit pouvoir qui lui est propre. Par exemple, moi le mien, c'était de pouvoir jouer une carte face cachée dès la première manche, même si on n'est pas sous un tunnel. Pierre, il pouvait jouer 7 cartes de sa main au lieu de 6. Piocher cette carte plutôt, voilà. Je pouvais tirer au-dessus. Ouais, toi tu pouvais tirer et ça traversait le toit. Et toi, en gros, tu pouvais jamais être ciblé. C'est le pire perso, je le déteste. Je ne peux pas être ciblée, donc c'est le personnage de Belle pour ceux qui connaissent le jeu. Elle ne peut pas être ciblée si on est plusieurs dans le wagon.
Donc c'est plutôt pas mal quand tu viens dans un wagon où il y a déjà 3 personnes et que ça va soit tirer, soit se cogner. T'en as très bien joué, ouais, d'ailleurs, du poids. Rapidement, petit tour de table. Moi, j'ai envie de dire, ça m'a fait super plaisir de le ressortir parce que je pense que ça fait bien 5 ou 6 ans vraiment sur... facile, 5 ou 6 ans qu'on ne l'avait pas ressorti. Et là, j'avais très très envie d'y rejouer et surtout de le tester avec les enfants. Là, on avait Eden qui était là aussi autour de la table. Il a tout capté. Il a été frustré parce que souvent... il en a pris plein la tête, il a été la cible de tous les tirs, le pauvre, mais globalement il a bien aimé. Là j'ai très hâte de le ressortir. Je pense qu'il va falloir qu'on le reprenne, clairement, parce qu'en effet on l'avait pu, on avait fait un peu de vide dans la ludo et on l'avait pu, mais là je suis très chaud en fait de le racheter et qu'on puisse refaire des parties en famille. Donc c'est toujours autant un coup de cœur ludique, c'est vraiment une valeur sûre, de toute façon il a plus rien à prouver, j'ai envie de te dire, mais j'ai beaucoup aimé. Puis je vais passer le micro parce que j'ai déjà beaucoup parlé, j'ai déjà très soif. Pierre. Ouais, alors moi j'ai joué en duo avec une enfant sur ce jeu-là, donc j'ai pas personnellement expérimenté toute la partie stratégique pure, parce que du coup on était plus à jouer ce qu'elle avait plus envie de faire avec son personnage, plus que la stratégie en elle-même. Par contre ça marche super bien, c'est-à-dire que les pictos sont très clairs pour une enfant de 8 ans. Elle savait ce que les cartes faisaient juste en regardant le picto qui est dans le bord supérieur de la carte. Donc ça se joue très bien, le matos est superbe et en vrai on s'est bien amusé. Enfin moi j'ai bien aimé. Ouais, c'est bonne ambiance. Tiens, Bobby. Alors moi j'ai joué en solo avec moi-même. C'est déjà beaucoup. Moi j'ai adoré en vrai, j'ai adoré déjà le plateau, je trouvais qu'il était trop cool avec le train en 3D, j'ai trouvé ça trop sympa. J'ai trop aimé le fait que ce soit une programmation et qu'il fallait se rappeler ce que les autres joueurs faisaient. Moi j'ai vraiment passé un très bon moment. J'ai une seule hâte, c'est de tester l'extension que tu m'as parlé avec la diligence. Franchement je pense que je vais me le procurer parce que c'est vraiment très très chouette. Même le fait qu'on a chacun des capacités différentes comme tu disais au début. Franchement j'ai rien à dire, je pense que c'est le jeu que j'ai préféré dans ce qu'on va présenter. Ouais. Ah mais c'est bien aussi carrément. De le signaler. Je vais pas dépareiller par rapport à ce qui était dit, tout simplement parce qu'on a eu plaisir de toute façon d'y rejouer, parce qu'on savait vers quoi on embarquait. Mais en fait, ce qui était cool, c'est justement qu'on a retrouvé ce côté bonne ambiance qu'il y avait. Et je voulais aussi souligner 2 choses. La première, c'est que quand on est en train de jouer, et justement ce que tu disais, quand on va utiliser les cartes avant, donc quand on fait la programmation, en fait, c'est pas un jeu dans lequel tu peux être sur ton téléphone parce que tu loupes une carte et t'es un petit peu embrouillé. Donc ça remet vraiment un petit peu le jeu au milieu de la table et l'ambiance qui en découle dès que tu arrives à faire le move que tu veux ou que tu arrives à embêter ton adversaire ou que justement toi tu te prends une balle. C'est vraiment très bien et t'es pas obligé d'être un super gros joueur pour comprendre ce jeu. C'est ce que Pierre disait, c'est ce que toi tu étais en train de dire justement, ce que tu as bien apprécié. Oui, parce que moi du coup je suis pas un énorme joueur et je suis plus un joueur de party game ou de jeu d'ambiance et du coup j'ai quand même beaucoup aimé. Le truc que j'ai moins aimé, c'est que finalement, c'est toi qui as gagné. Alors que j'étais à 2 doigts de... De toute façon, à la fin, on sait très bien c'est Kian. Moi, je joue plus pour gagner. La valise. Non, ouais, c'est ce que je voulais dire. Pas pour dire à toi, t'es parti game machin. Justement, pour que vous situiez un peu les avis, un peu de tout le monde. Autour de la table, nous, vous connaissez nos profils de joueurs. Donc, par rapport au retour qu'on va faire, vous pourrez vous positionner. Robert, en effet, comme tu viens de dire, t'es plutôt un joueur occasionnel, mais plus du party game, plus de l'ambiance ou vraiment des jeux des fois type comme tu me disais concept, ce genre de jeu ou justement des jeux vraiment Dixit et Pierre plutôt TCG et gros jeux aussi. Nous on est déjà plus régulier même si t'es pas hardcore gamer comme nous, mais toi par contre côté TCG t'es hardcore gamer mais côté jeux de société mais t'es quand même déjà un gros joueur parce qu'on fait des après-midi où on joue des gros jeux et ça, les gros jeux ne te posent pas de problème, donc que vous situiez un peu le tour de la table, qu'il n'y a pas de table, mais que vous puissiez un peu voir à peu près les ressentis. La plus belle table possible, c'est clair. Ce que je vous propose, c'est qu'on enchaîne sur le second jeu. Le second jeu, en fait, je les prends dans l'ordre, je vous avoue, c'est ce qu'il y a de plus simple. Je crois que le deuxième, si vous voulez, même si on n'a pas fait une partie qui a été très représentative, est-ce que vous voulez vous
qu'on parle de Blood on the Clock Tower. Comme ça, on peut parler de celui-là, sachant que nous, on a fait 2 parties. On en a fait une avec vous et une avec Rachel, Marie et Billy dans la boîte, tout ça, voilà. Et là, on avait une ambiance plus avec des enfants, avec vous. Là, nous, la deuxième partie qu'on a fait, plus avec des adultes, donc on va pouvoir vous parler, justement, de ces petites choses, justement. Donc, ce que je vous propose, on parle de Blood on the Clock Tower et je vais te laisser le présenter par contre, parce que voilà. Tiens, je te le. Eh ben, Blood of the Clock Tower, c'est tout simplement, pour vulgariser la chose, un loup-garou un peu plus exigeant et avec énormément de personnages, dans lequel la phase de nuit va se passer uniquement dans le silence. Et il n'y a pas que les loups-garous qui vont se réveiller. On va à peu près tous se réveiller. C'est-à-dire qu'il y a des rôles de villageois, des rôles de parias, des rôles de sbires et un démon. Le but pour le démon, forcément, c'est de tuer absolument tous les villageois qui sont encore en vie. Et pour les villageois, de réussir à mettre un petit coup dans le cœur du démon. Alors non, c'est pas grave, ne soyez pas violents dans ce jeu, c'est pas vrai. Sauf à la fin de partie quand vous avez perdu. Ouais, grave. Non, c'est vraiment un jeu qui remue un petit peu les passions. Je veux pas trop détailler parce que y a plein d'informations sur ce jeu que vous allez pouvoir avoir chez d'autres chaînes. Mais en fait, voilà, c'est juste un jeu dans lequel on a énormément de pouvoirs différents. Donc c'est un jeu qui, lors de la première partie, est très exigeant. Spoiler alerte, je me suis retrouvée démon à cette première partie. Je ne connaissais pas les jeux, donc en termes de bluff, c'était un peu nul. Le but du coup, c'est en effet que les villageois utilisent leur capacité pour essayer de trouver un maximum de rôles différents. Et il va y avoir une phase donc du coup dans la nuit où les villageois ont des informations, le démon va pouvoir tuer, les sbires vont pouvoir aider le démon et faire un petit peu des choses qui vont embêter les villageois. Et après il y a une phase de jour dans laquelle tous les joueurs vont aller un peu parler à droite à gauche, soit en petits groupes, soit en tête à tête. Exactement, on va se lever où c'est plus intéressant. Et on va discuter et on va essayer de se comprendre en mode moi je suis tel personnage. Toujours encore une fois, vous pouvez bluffer et vous pouvez rien dévoiler du tout. Du coup, le but, en effet, c'est de réussir à jouer comme ça pour pouvoir remporter la partie selon l'équipe dans laquelle on est. Et là, on va faire un petit débrief avec Robert et Pierre sur une partie où on a joué avec... on était beaucoup de nouveaux joueurs, et en l'occurrence avec des enfants. Moi, sur cette partie-là... Robert, c'était ce qui était la première partie. La toute première partie, exactement. Notre première partie, mais également votre première partie. Donc c'est important aussi, voilà. Et avec des enfants également autour de la table. Voilà. Alors quand on dit enfants, c'était pas des petits non plus, mais c'était 12 ans. Et pour le coup, c'est indiqué à partir de 15 ans. Tout simplement parce qu'il y a quand même intelligence émotionnelle pour bluffer et réussir à retourner le cerveau des gens. Et là, en l'occurrence, ça s'est pas passé absolument comme prévu, mais c'était quand même un bon début de partie, bien représentatif. Vous avez quand même pu voir comment le jeu tournait. Petit tour, et puis nous on terminera sur sur le global, mais commence par Bobby. Alors, moi j'étais le missionnaire. Donc un villageois. Un villageois, oui. Et du coup, est-ce que j'aimais ou pas? En fait, je suis déjà pas très friand des jeux. J'aime bien regarder les gens jouer aux jeux type loup-garou, quoi. Mais je suis pas très friand de jouer moi-même dans ce genre de jeu parce que je suis pas assez bon enquêteur, menteur, tout ça pour être bon à ce genre de truc. Et du coup, même le loup-garou, des fois, je m'ennuie un peu. Là, au contraire du loup-garou, j'ai trouvé ça cool, c'est que chaque villageois a un rôle et un truc à faire. Du coup, ça change énormément. Et au final, quand quelqu'un tue un villageois, par exemple, s'il est mort, il a quelque chose à faire quand même. Il continue à jouer, c'est ça. Alors qu'au loup-garou, quand tu es mort, t'es mort et tu subis la partie pendant que les autres jouent. Donc ça, c'est un gros plus. Du coup, après, vu que dire que je n'étais pas friand de ce genre de jeu et que c'était ma première partie, c'était un peu délicat d'apprécier totalement le game. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de le refaire et je ne sais pas si j'aurai l'envie de le refaire. Mais contrairement à loup-garou, j'ai beaucoup plus apprécié qu'un loup-garou. Alors moi du coup pour ma partie j'étais sbire, donc du coup je faisais partie
de l'équipe du démon. Je vais juste rebondir sur ce que disait Robert par rapport au fait que les joueurs morts continuent de jouer. Ça, c'est une force pour le jeu, parce qu'on parle de jeux quand même qui vont être joués à 10 à 15 joueurs sur des parties qui vont être longues. Donc, contrairement à un loup-garou, quand tu es mort, le jeu devient complètement passif pour toi. Ici, tu continues de jouer. Par contre, je trouve que pour les sbires, pour le démon, le fait que tous les joueurs villageois continuent de jouer même quand ils sont morts, ça veut dire que les informations qu'ils ont pu récolter continuent à vivre et à circuler dans la partie. C'était la première partie et la seule que j'ai fait, donc j'ai pas beaucoup de recul dessus, mais j'ai trouvé que les rôles de sbires sont vraiment difficiles et je pense que ça demande quelques parties d'adaptation pour être compétent dans ce rôle-là. J'ai jamais eu de problème à mentir dans les jeux de bluff. C'est des jeux que, voilà, il y a des jeux que j'apprécie, d'autres moins, mais c'est plus, on va dire, gameplay, mais on va dire que le bluff en lui-même m'a jamais posé problème. Et là, j'ai trouvé ça assez compliqué finalement, avec toutes les informations que les joueurs peuvent avoir dès le premier tour, de réussir à se dépêtrer un petit peu et de sortir de situations compliquées. Voilà, la partie qu'on a fait, je pense, ne reflétait pas vraiment le potentiel du jeu, parce qu'effectivement, il y a des joueurs qui étaient moins aguerris et moins prêts, on va dire, pour la partie bluff, émotionnellement. Ça a été compliqué, surtout qu'ils avaient des rôles qui demandaient justement un bluff important et je pense que du coup on n'a pas pu être spectateur d'une vraie partie comme elle est censée se jouer. Je pense que c'est le genre de jeu que je pourrais me laisser tenter à rejouer, mais potentiellement avec des joueurs aguerris pour voir un petit peu ce que ça donne. Maintenant je pense que ça reste un jeu éprouvant qui peut durer longtemps et donc je pense qu'il faut se dire que si on joue à ce jeu là on prévoit la soirée pour quoi. Mais en tout cas, je trouve que ça marche bien. On a joué à la partie la plus simple possible, donc la première boîte du jeu, on va dire, avec les rôles les plus compréhensibles par la majorité des joueurs. Mais il y a voilà, de ce que j'ai vu, il y a beaucoup d'autres variantes sur le jeu qui peuvent aller très très loin. Donc pour les amoureux de ce genre de jeu, je pense que c'est vraiment la pépite sur laquelle il faut partir, quoi. Si tu voulais commencer, peut-être. Vas-y. C'est plus simple parce qu'en effet, à un moment donné, Pierre a indiqué les informations des villageois, ou enfin les informations qu'on donne aux personnages sont parfois fausses, sont parfois vraies, sont parfois modifiées par les sbires ou par le MJ lui-même selon le rôle du coup. Et en fait, moi, ce que je voulais dire, c'est que ça fonctionne, c'est pas non plus manche après manche. Même s'il y a plusieurs nuits et plusieurs journées qui vont en découler, si tu as une information au temps 1, finalement, elle va rester tout le long de la partie. Et c'est là où je vais embrayer avec du coup la deuxième manche, la deuxième partie qu'on a faite, où on était pour le coup que entre adultes et avec des joueurs aguerris. Et Marie, ils étaient au Rachel et Marie connaissent très bien le jeu en effet. Et en fait, là, c'est comme qu'elles connaissent tellement bien le jeu qu'elles ont réussi en effet à jouer de leur rôle. Spoiler alerte, l'une était le démon, l'autre était sbire empoisonneur. Ce qui fait que quand la voyante a une information, information fausse du fait d'avoir été empoisonné, il y a également un rôle dans lequel parfois on peut être ivrogne. Donc encore une fois, tu ne sais même pas ton rôle, tu sais juste que tu as 0 info. Enfin, tu ne sais pas d'ailleurs, tu le découvriras à la fin de la partie. Et donc du coup, j'étais en train de dire empoisonneur, et en fait on a passé toute la partie à essayer de comprendre pourquoi. Donc on jouait en fait finalement en cercle, mais c'était un peu en disposition un canapé face à un autre. Et on essayait de comprendre pourquoi tout un canapé était visé et pas l'autre, tout en sachant que le canapé visé n'était clairement pas partie de la team rouge, donc la team démon et sbire. Donc il a fallu passer plusieurs nuits à faire en sorte que le démon tue, et puis journée où les villageois doivent se décider et tuer un membre de leur team ou alors un sbire. On a passé toute la partie à tuer que des villageois. Qui continuaient d'avoir des informations, mais parfois des informations fausses, etc. Et donc, du coup, le retournement de situation à la dernière manche où on se dit, là, c'est maintenant qu'il faut voter pour la bonne personne. Moi, elle m'a dit son rôle, et ça paraît crédible, du coup. C'est sûr. Oui, je trouve, à peu près. C'est pas très sûr. Oui, d'accord, et du coup, vrai. Mais là, on en est, ça serait pas bien. Elle m'a aussi dit son rôle, et ça colle pas avec le fait d'attendre dans la... un peu quand même. Contre Lily. Lily. Tu dois commencer à Lily. T'es sûr? Pourquoi tu dois? Non, parce que sinon c'est moi qui meurs.
Oh, mais 4 ça se votes. fait pas. 4 votes contre Lily. Ok. Bon bah tu passes sur l'échafaud à ton tour. Désolée Lily, mais c'était ton tour. Bon. Si. Mais je suis. Alors on est tous méchants là, parce que Je rappelle. Après ça tombe bien, le village se réveille. Et ben alors, Ah, mais je veux tu es savoir dans ce que cette c'est ligue. C'était Très bien. Je vous laisse discuter éventuellement pour une dernière fois. Tu expliquer pourquoi. Oui, explique Vas-y, pourquoi. explique pourquoi. Moi j'aimerais bien savoir pourquoi. Parce que tous les autres rôles sont safe, parce que la seule qui a été contre le mouvement que j'ai fait, qui était logique Ouais. et contrôlée, était toi, et que tu as joué avec Lily qui pour moi ne peut pas être moine, et donc voilà. Et si Charlie est vraiment ce qu'il dit être, il est ivrogne, et donc. Franchement, on va t'être soigné. Là, avec ça, on est en train de Très perdre. Tu bien. t'en rends compte que là, tu viens de faire perdre la partie. Je te laisse. Là, maintenant, actuellement, tout de suite, je te Oui, laisse. ça c'est vraiment Là, tu l'argument viens de de tous les faire démons, perdre ça. les gentils. Ah, ça c'est C'est le là- pire. Avec ce move, tu viens de faire perdre les gentils. Là, ça, tu m'as convaincu là-dessus, n'était pas. Avec ce move, Ah, bah, écoutez-moi, là, avec ce move là, elle vient de faire perdre les Il y gentils. a du Écoutez-moi. Il y avait le décalage. Oui, Oui, mais bon, c'est pas grave, c'est ma défense avant. Moi j'ai Avec grancé les avant. avec ce move, elle vient de faire perdre les gentils. On verra à la fin. Merci qui de m'avoir gagnera. convaincu que Je vais le tu déplacer. nous as. Il y a 3 théories viables pour le moment. Il y a ce binôme-là, il y a ce binôme-là, ou ce binôme-là. donc je suis dans les binômes. Donc t'es dans 2 binômes sur 3, et donc, j'ai le regret de savoir que Statistiquement, on a perdu, bravo, félicitations. Un vote, 2 votes, Tu es en sport quand même. 3 votes, 4 votes, Tu te suicides 5 votes. Je suis morte. 5 votes contre Marie. Pour le beau jeu, de toute façon, on a perdu. Malheureusement, Rachel ne veut pas De toute façon, s'autonominer. Est-ce que tu souhaites t'autonominer? Non, non. Je tiens la caméra avec Tu viens le de move de Billy. Les gentils ont gagné. Les gentils ont perdu. T'avais Tu dit viens au de dire gagné, qu'il y il y avait a pas personne de qui l'a aussi. Alors, Tu viens de dire on que se Ah, dit, mais personne attendez, je vais ne parle. Vous avez perdu. Personne ne parle. Qui ont gagné. La partie qui a gagné, enfin l'équipe qui a gagné, est l'équipe du démon. Alors, j'ai dit quoi? Les C'est gentils bien ont rassuré. perdu parce que j'ai gagné. Bravo à tous quand même. Eh ben, on n'a pas tué le démon, on a tué le sbire. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Vas-y, je te laisse rebondir. Moi, je rebondis donc par rapport à ce que tu disais, Pierre, par rapport surtout au fait que quand les gens continuent de jouer, t'as pas assez de recul. Là, j'ai certes que 2 parties, mais je pense avoir capté la subtilité du truc. C'est que ça a double tranchant. Soit ils vont continuer à faire circuler des infos, comme dit Marion, des infos qui sont OK, et donc là, ça va finalement aider les gentils. Soit dans notre cas, et c'est ça qui a été horrible, c'est il a continué à insister et à pourrir. De toute façon, c'est le but des jeux, hein, donc c'est pas méchant quand je dis ça. À pourrir et à indiquer tout le monde, tu vois. Et donc, en fait, le truc, c'est que Marie étant empoisonneuse, en fait, pour bien résumer le truc, c'est-à-dire qu'il y a des infos, le maître du jeu, il réveille des gens pendant la nuit et il leur donne des informations. Certains rôles ont des informations. Par exemple, il réveille la voyante, il montre 2 personnes et il leur dit la couleur qu'ils sont. Genre, vous êtes villageois, vous êtes bleu. Et en fait, le truc, c'est que quand tu es empoisonneuse, quand tu es empoisonné par l'empoisonneuse, justement, tout ce que le maître du jeu va te réveiller pendant la nuit, il va te montrer du bullshit. Mais toi, tu le sais pas que t'es empoisonné. Donc lui, il était là. Je suis la voyante. Ce que je vois, je vous dis que c'est bon. Ce banc-là, il est nickel. Et nous, on était sûrs de nos rôles. On s'était défendus. Et ça a duré toute la partie. Pourtant, la voyante s'est fait tuer tour 2. Et donc, ça continuait à circuler. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme tu le disais, il y a des phases de nomination. Donc, on peut aussi tuer des gens avant la nuit pour essayer d'éviter de se tuer entre nous. Et pendant ces phases de nomination, une fois que tu es mort, il te reste un unique vote jusqu'à la fin de la partie. Donc, il y a un timing important. Autant tu peux participer au débat, autant ton vote, il ne sera utile qu'une fois. Tu n'auras plus qu'un vote jusqu'à la fin de la partie. Donc, ça a double tranchant d'être trop vite sur une piste ou quoi, et puis au final, tu peux gâcher ton vote. Et tu vois. Je pense aussi que la partie sur laquelle Robert et moi on a joué, je pense que l'équilibre était mauvais parce qu'il n'y avait aucun paria. Et je pense que c'est les parias justement qui équilibrent le jeu. Et parce que effectivement, quand on voit la descriptive de chaque rôle, les villageois vont vraiment avoir des rôles très bénéfiques. Les parias vont soit jouer pour eux-mêmes finalement, soit vraiment jouer presque un rôle de double jeu, mais sans en être finalement conscient. Et je pense que c'est cette composante-là qui équilibre les parties que du coup moi j'ai pas pu expérimenter. Je pense que si tu rentres un ivrogne effectivement qui lui a systématiquement des informations fausses dans la partie, voilà, et qu'il ne le sait pas, je pense que ça peut rééquilibrer de la même manière que les autres rôles de paria, si je dis pas de bêtises, il y en a qui gagnent que s'ils sont nominés ou je sais plus exactement les rôles. Il y a des dangereux. Il peut faire gagner sa partie. C'est ça. Enfin, le saint, non, c'est s'il se fait tuer, les villageois ont perdu. C'est ça. Donc, il faut qu'il fasse super attention. Ouais.
peux contrecarrer la partie C'est ça. et aller donner l'information. Mais t'as le reclus à l'inverse, parce que tous les parias sont des villageois, donc des gentils, mais ils jouent un peu à contresens de la partie. C'est-à-dire que le reclus, quand on va le pointer du doigt lors d'une information pendant la nuit, il est vu comme un rouge. Donc en fait, il aura beau dire, mais je vous dis que je suis bleu, je suis le reclus. Ouais, mais en fait, là, j'ai vu du rouge. Donc c'est ça qui est très compliqué. Par exemple, l'ivrogne, c'est un rôle tellement magique dans le jeu, parce qu'en fait, on avait Joseph, il savait pas qu'il était. Le maître du jeu lui a mis ivrogne, mais en fait, quand tu es ivrogne, il te donne donc un second rôle en fait, et il lui a mis la Vierge qui dit que quand tu es pointé du doigt, si tu es le démon, tu meurs avant. Et donc en fait, à partir de là, lui, quand il a été discuté avec tout le monde, il a commencé à dire, moi j'ai un pouvoir qui peut target direct le démon. Et puis en fait, résultat, premier tour, il s'est fait tuer en pensant être la Vierge, et jusqu'à la fin de la partie, il pensait être la Vierge, alors qu'en fait, c'était le démon, l'ivrogne. C'est pour ça que je dis que Ouais, les c'est ça. parias rééquilibrent Ouais. complètement la partie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, je crois que tu as quand même un paria dans chaque partie. Peut-être qu'il n'a pas été assez actif Oui, dans la nôtre. Il Ouais. a décemment choisi de ne pas en mettre, le maître du jeu. Ah d'accord, ok. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en effet, tu as une config où tu n'en mets pas, mais ce qu'il faut savoir, tu as un rôle par exemple comme le baron, donc tu ne sais pas qu'il est là. Et le baron, parce que le baron c'est un sbire, si je dis pas de bêtises, le baron est un sbire, et le baron en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il amène deux parias. Mais quand on vous demande la config de base de départ, vous êtes pas, pour vous, il y a 0 paria. Et comme vous savez pas qu'il y a un baron, il y a toujours 0. Mais en fait, il y a peut-être un baron, donc il y a peut-être 2 parias. Et ça vous retourne le crâne. Et en effet, c'est un jeu qui vous retourne le cerveau. Moi, je me suis fait retourner le cerveau par Rachel et Marie. Pareil, je vais voir Marie en mode ouais, mais là, Rachel, elle se perd dans les règles. Elle fait genre. Ah oui, mais j'ai oublié que c'était ça pour l'ivrogne. En effet, tu sais, j'ai fait beaucoup de parties, donc je peux me tromper un peu sur les rôles. Je vais voir Marie. Je lui dis, Marie, franchement, il y a une chance sur combien que Rachel se plante après tant de parties. Marie, bien sûr, qui est son sbire, mais je ne le savais pas. Elle me dit, non, ça peut arriver, moi aussi, ça m'arrive. Et voilà, donc t'inquiète. Elles ont joué là-dessus. Donc moi, je me suis fait entourlouper là-dessus. Donc j'ai enlevé Rachel de l'équation. Pareil, Marie, à un moment donné, qui dit... Elle est pointée du doigt. Marie nous sort « Je suis le mercenaire ». Et donc, le mercenaire, c'est de balancer une dernière flèche en plein cœur à la personne qui pense être le démon. Si c'est le démon, voilà, fin de la game. Mais à l'inverse, sinon, il ne se passe rien. Mais en fait, elle n'était même pas le mercenaire. Mais il n'y a personne qui pouvait vérifier. Donc, en fait, le maître du jeu, quand c'est dans un cas comme ça, il dit juste « il ne se passe rien ». Mais tu ne sais pas s'il ne se passe rien parce que j'étais pas le démon ou si parce qu'elle n'était pas mercenaire. Et donc, tu as le cerveau retourné tout le temps. Et moi, j'ai passé vraiment une excellente partie, malgré la défaite. Mais en effet, c'est un jeu qui peut mettre un peu de temps. Mais voilà, j'aimerais aussi rebondir sur un point qu'on n'a pas du tout abordé. C'est le matos de malade mental, mais qui fait qu'il y a un prix de malade mental aussi pour ce genre de jeu. Parce qu'il ne faut pas négliger le prix. Le prix, on parle de 150 € à 180 pour un jeu pas encore localisé, qui devrait arriver. Nous, quand on fait la vidéo, on n'a pas encore l'info de chez qui ou quoi. Ouais, donc ça reste un jeu avec un matos de dingue, mais voilà, qui reste assez exigeant à sortir. Enfin voilà, ça demande des grosses configs, et puis le MJ est souvent... Enfin, la personne qui a le jeu est souvent contrainte à faire le rôle du MJ. Bien sûr, vu le matos, il peut que prendre un kiff, mais au bout d'un moment, il aimerait bien jouer. Bref, surtout... Au vu du prix, comme je disais, voilà, ça reste un gros prix. Et en termes de sensations, il y a des jeux qui s'y rapprochent, peut-être pas les mêmes, mais avec des prix vachement plus bas. Ça m'amène à une transition toute trouvée, parce qu'on va parler de Two Room and a Boom. Aussi un jeu de déduction sociale dans lequel on incarne des rôles, il y a 2 équipes et il va falloir protéger le président, poseur de bombes. Et je te laisse l'expliquer en passant le micro. Eh bien, je vais vous l'expliquer, mais avant ça, on va changer de coin. On a fait une randonnée de l'espace. On s'est déplacé de 1 mètre. Mais avant ça, on a d'abord fait quelques centaines de mètres. Oui. Ah, allez, En fait, une petite centaine de mètres. Bref. Toujours est-il que nous revoilà et nous allons parler de Two Room and a Boom. Two Room and a Boom, c'est un jeu dans lequel nous allons avoir 2 équipes qui vont s'affronter, les rouges contre les bleus. Dans l'équipe bleue, il y a un président. Dans l'équipe rouge, il y a un poseur de bombes. Dans chacune des équipes, il y a plein de rôles différents et également des rôles gris qui sont neutres, des rôles verts, des rôles que vous n'imaginerez jamais. Toujours est-il, ça fait 3 fois que je vous dis ce mot-là, c'est pas grave. Que vous allez réussir ou non à faire gagner votre équipe. Vous allez jouer
C'est minimum 7, je crois, sur ce jeu. Je me souviens plus du nombre de. En gros, il faut 2 équipes à peu près du même nombre, histoire que ça tourne un peu. Faut être beaucoup. Ouais, c'est un jeu où il faut être beaucoup. Vous allez jouer à nombreux et vous allez jouer dans 2 endroits différents, en l'occurrence dans un appartement, dans 2 pièces différentes, de manière à avoir finalement un filet de sécurité, parce que le but c'est de réussir à discuter les uns avec les autres sans se partager trop d'informations, mais parfois en se partageant la couleur de notre rôle ou alors complètement notre rôle, pour pouvoir lier des confiances et essayer de faire en sorte que le président soit en sécurité, ou que, si vous êtes dans l'équipe rouge, vous l'avez compris, que le poseur de bombes se retrouve avec le président. On a joué à ça sur plusieurs soirs, et il y a en effet un soir où nous étions tous les 4 dans des équipes différentes. Et je vais vous passer la parole, tout simplement. Vas-y, j'enchaîne un peu tant que t'étais, histoire juste de reposer les bases. Voilà, 2 pièces, 2 équipes, une dans chaque pièce, comme tu le disais. Ça, voilà. Clairement, le but, c'est d'éviter que le président se retrouve dans la même pièce au bout de plusieurs manches, dans la même pièce que la bombe, pardon, au bout de plusieurs manches. Mais comment ça va se passer? C'est en effet, il va y avoir à la fin de chaque manche un échange de personnes entre ces pièces. Si tu parles pas des échanges entre les, voilà, il y a les personnes vont switcher d'une pièce à l'autre, et donc il y a un leader dans chaque pièce qui va décider d'envoyer une personne dans la pièce en face. Bien sûr, donc pour l'équipe rouge, c'est de réussir à envoyer sa bombe au même endroit que le président, et pour l'équipe bleue, c'est de protéger son président à tout prix. Donc il se peut, ça arrive même assez souvent que ça se joue sur le dernier échange. C'est est-ce qu'ils vont envoyer leur président ici? Est-ce qu'on va envoyer la bombe là-bas? Bonne chance. Ouais, ça me parle d'un truc, voilà. Mais en même temps, en effet, dans ce jeu, vraiment le cœur du gameplay, c'est que vous allez faire des échanges d'informations, et les échanges, comme tu le disais, c'était soit ta couleur, soit ton rôle. Voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est donc qu'il y a des petits twists. Par exemple, vous pouvez être espion. Espion, c'est quoi? C'est que vous allez avoir une carte d'une couleur, mais en fait vous appartenez quand même à l'équipe adverse. Donc c'est-à-dire que quand vous allez venir, vous allez cacher tout le haut de la carte avec votre main et laisser transparaître juste équipe rouge, et pourtant il y aura écrit en gros sur votre carte, vous faites partie de l'équipe bleue. Mais à vous de bluffer toute l'équipe rouge pour qu'elle vous fasse confiance, qu'elle vous donne des infos. Et donc il y a plein de rôles qui peuvent justement se connecter entre eux pour se dire ouais non, c'est moi, je suis le modeste, je peux te montrer que ma couleur parce que le rôle j'ai pas le droit. Ouais moi je suis le président et je te montre ma couleur, mais en fait il est pas le président, et en fait il essaye de t'amener en te faisant croire. Donc en fait c'est vraiment un jeu de bluff, et encore une fois une expérience sociale entre les gens pour voir comment ils mentent, ils arrivent à embrouiller les gens. Il y a des pouvoirs vraiment très fun, très sympas, genre t'es videur, c'est-à-dire que tu prends un gars, tu lui dis dégage dans l'autre salle, hop il part. T'es ambassadeur, il passe d'une pièce à l'autre. Voilà, il y a plein de petits rôles comme ça. Je crois qu'il y a même des rôles type zombie, et puis ça fait partir les parties complètement en couilles. Bref, j'ai vraiment beaucoup aimé. À la base, je comprenais pas le concept. Première partie complètement perdue. Je comprenais pas cette histoire. Tu partages une info, ta couleur, mais à quoi ça sert, machin. Et en fait, quand tu commences à enchaîner les parties, tu commences à capter les subtilités de gameplay. Et je me dis que quand tu joues à beaucoup, parce que je crois que tu peux jouer jusqu'à 30 au moins, ça peut devenir vraiment une bonne boucherie, et ça peut être vraiment vraiment excellent, mais en choisissant bien les rôles, parce que on a pu faire l'expérience que certains rôles ne fonctionnent pas ensemble dans une même partie. Je pense à l'homme de main et l'homme de main plus le videur par exemple, plus l'ambassadeur aussi, plus le videur, enfin ça devient ça fait beaucoup trop d'infos, voilà, bref, ça casse un peu le jeu. Donc il faut juste mais après je crois que dans le livret de règles il y a des configs prédéfinis, donc voilà, bref, en tout cas moi j'ai beaucoup aimé. C'est une petite boîte en mode jeu d'ambiance qui marche très bien et qui a pas besoin de beaucoup de règles, parce que même les rôles sont assez simples à assimiler. Et donc je vais passer la parole à Pierre. Ouais. Alors moi j'ai fait 2 parties sur ce jeu. Je trouve que la grosse force du jeu, c'est le nombre de rôles qui est possible de jouer. C'est vraiment ça, la rejouabilité est énorme. Maintenant ça marche pas mal, le principe d'avoir deux pièces différentes pour avoir des informations cachées pour la majorité des joueurs, et seulement les joueurs qui vont être amenés à changer de pièce vont partager les informations, ça marche pas mal. Une partie sur les 2, je l'ai trouvée très brouillonne. Je pense qu'on avait mis trop de rôles de changement de pièce. Ça rendait le truc un peu imbuvable. Il y avait un peu des va-et-vient des pièces dans tous les sens. Voilà. On avait joué videur et ambassadeur en même temps, et je trouve que ça rendait le truc complètement... c'était illisible. Et en fait, pour la majorité des joueurs, c'était incompréhensible tout ce qui se passait. Donc, j'ai pas aimé la deuxième partie. La première était un petit peu plus, on va dire, basique, donc avec des rôles un peu plus simples, et ça a bien fonctionné.
Donc je pense que le jeu a beaucoup de potentiel aussi. C'est facile à comprendre, ça marche bien. Mais je pense qu'il faut vraiment faire gaffe au rôle qu'on met ensemble parce que sinon les parties ressemblent à rien. Et ouais, j'ai pas aimé la deuxième partie. Bob, toi qui n'aime pas forcément ce type de jeu à rôle caché. Ouais, ben du coup oui, je n'aime pas forcément ce genre de jeu et du coup j'ai pas aimé ce jeu. Celui-là ne déroge pas la règle. Oui, ça ne me dérange pas et surtout lui, j'ai trouvé en fait ce qui m'a posé vraiment problème, c'est qu'on était énormément, je trouve. Mais du coup c'est la force du jeu, mais pour moi c'est vraiment le point faible, c'est que ça gueulait dans tous les sens. C'était insupportable pour moi, j'ai trouvé ça trop bruyant. Du coup, en plus, c'était ma première partie, j'apprenais à jouer, j'étais modeste. J'essayais de comprendre comment on pouvait faire quelque chose avec ce rôle. Et du coup, voilà, j'ai passé la première partie à faire ça. Et déjà, ça gueulait pas mal. La deuxième partie, c'est parti dans tous les sens. Il n'y avait que des va-et-vient dans toutes les salles. Je comprenais rien, ça gueulait, il était tard. Je me suis dit, je veux rentrer chez moi, laissez-moi rentrer. Non, c'est vraiment pas le genre de jeu que j'apprécie où c'est trop bruyant, je suis pas friand de ça. Donc voilà, désolé. Toi, t'as pas donné trop ton avis? Ouais, justement, non, moi je voulais rebondir. Il y a un truc aussi où on me dit il y a pas mal de personnages différents. Et ce qu'il faut faire attention aussi, c'est que donc il va y avoir à la fin de des tours les échanges, mais en fait c'est pas qu'une seule personne qui le décide. Enfin si, justement, c'est pas l'équipe qui le décide, c'est une seule personne, c'est le leader. Et en fait malheureusement parfois on est soumis à la décision du leader, donc il faudrait pouvoir faire un, comment ça s'appelle quand il faudrait pouvoir enlever le leader. Il faudrait virer le leader. Mais en fait on peut. Oui, on peut. Mais je sais plus, enfin bref, destitution, c'est le mot que je cherchais. Et le problème c'est qu'il faut pouvoir être en majorité. Et en l'occurrence, quand le leader est sur sa position, parce qu'il est dans l'équipe qui lui convient ou parce qu'il a un rôle qui est intéressant de mener le jeu, etc., c'est un peu compliqué parce que du coup, on n'est pas maître du jeu comme on pourrait l'être en tant que joueur parce qu'on subit la décision d'un autre. On n'a pas de dernier moment aussi, expérience vécue. Je pensais gagner la partie et au final, tu te fais trahir. Le président préfère se sauver. Et puis moi je suis mort comme une merde. Non, c'était pas le survivant. Si, j'étais le survivant. Ah oui, mais le président est parti. Et puis moi je suis resté avec la bombe et je suis mort. Parce que le survivant, son but c'est de survivre. Peu importe que le président y survive ou pas. Voilà, je me suis fait putcher à la fin. Bref, tournoi de boom, voilà. Maintenant on peut enchaîner par un dernier petit jeu. Je pense à Day One. Oui. Day One, un jeu qu'on a pu tester un peu en avance. J'avoue que je me suis pas du tout renseigné sur la date de sortie. Je dirais fin d'année, mais à partir de 2026. plus du 2026, d'accord. Est-ce que ça serait pas un petit Cannes 2026 ? Oh d'accord. J'ai pas envie de dire de bêtises, donc j'annonce aucune date et je vous laisserai chercher les infos comme il faut. Il était déjà présenté à PEL, on n'avait pas eu l'occasion de le tester. Si on a eu la chance d'avoir Johan Levé qui avait une des boîtes, puisque donc il est co-auteur sur ce jeu et donc on a la chance de pouvoir le tester un petit peu en exclu. Donc la boîte qu'on a testée, le gameplay finalisé, tout est finalisé. Il y avait encore des petites modifs esthétiques, que ce soit un petit peu d'iconographie, voilà. Donc les images que vous voyez en même temps là qu'on parle, s'il y a peut-être un truc qui vous choque ou quoi, ça sera peut-être changé. On va pas pointer des doigts tous les trucs qui vont changer, mais sachez qu'il y a des petites choses d'amélioration de lisibilité, voilà. Donc clairement, Day One, je te laisse le présenter. Ouais. Non, je vais le présenter. Pierre. Non, oui, moi je peux le présenter. Non, c'est pas donc ici on est sur un jeu de contrôle de territoire, donc on va chacun incarner une tribu dont le but va être de placer ses habitations sur le plateau de jeu. Pourquoi faire ? Finalement, chaque habitation va permettre de récupérer ou des ressources ou simplement de rajouter des zones de notre village. On va avoir chacun un premier objectif en début de partie, puis plusieurs objectifs qui vont venir se rajouter en fonction du nombre qu'on réussit à accomplir, qu'on va pouvoir choisir. Donc on va certainement s'orienter vers les objectifs qu'on a déjà commencé à accomplir. Ça se joue très bien, les parties sont assez rapides, moins d'une demi-heure si je dis pas de bêtises, sur une partie avec une demi-heure 45 minutes, on va dire, avec 4 joueurs. Oui. Nous on a eu la chance d'avoir quelqu'un qui nous a expliqué les règles, donc c'est plus facile de se lancer dedans. Donc on a pu lancer la partie tout de suite, et oui, une demi-heure, 3/4 d'heure. Chaque joueur avait son rôle à jouer dans la partie. Moi j'ai beaucoup aimé.
les règles sont simples, comment dire, le jeu est beau. Et donc on a fait une partie simple avec une disposition des lieux et des zones qui est, on va dire, faite pour une première partie. Mais voilà, ça fonctionnait bien. Chaque joueur peut dérouler son jeu. On n'est pas sur le genre de jeu asymétrique où s'il y en a un qui écrase les autres font rien du tout. Là, tout le monde a son rôle à jouer et jusqu'à la fin, finalement, on a un peu de difficulté à savoir qui gagne. C'est vraiment le décompte final qui va nous aider. Bon, sauf si quelqu'un passe vraiment à côté de sa partie. Mais sinon, je trouve que ça fonctionnait bien. Jusqu'à la fin, on n'était pas capable de dire qui gagnait. Sauf que c'est toujours Marion qui gagne, donc c'est un peu différent. Mais voilà, ça reste un jeu intéressant. Qui fonctionne bien, qui est beau et moi j'ai beaucoup aimé. J'en parle tout de suite. Moi aussi j'ai beaucoup aimé. Ce que j'ai beaucoup aimé c'est la mécanique de gameplay au-delà du contrôle de territoire, comme tu disais, c'était le déplacement, moi, qui m'a grave plu. C'est donc on a une rivière avec des cartes qui représentent un biome présent sur la map qui est mise, comme tu dis, d'une façon prédéfinie. On démarre chacun aux 4 coins notre hutte de départ. On a un emplacement de départ et on est entouré de biomes, de la forêt, de l'eau, du désert, de la montagne. Et en fait, les cartes qui sont présentes dans la rivière centrale vont nous permettre de nous déplacer. Donc imaginez vraiment une tribu qui se déplace de biome en biome pour aller poser une nouvelle hutte ailleurs. Et en fait, comment ça se passe ? En fait, c'est qu'à notre tour, on va pouvoir aller soit piocher dans la rivière 2 cartes qui sont tout le temps adjacentes, donc vous ne pourrez pas prendre les 2 cartes aux extrémités, et les rajouter à votre main, soit jouer autant de cartes de votre main pour déplacer votre tribu jusqu'à un nouveau biome. Par exemple, moi autour de mon biome, je n'ai pas les images en tête, mais bref, vous verrez quand vous le comprendrez au niveau de la carte. Si pour me déplacer, je joue déjà une carte sur le biome sur lequel je suis, donc si je suis sur un désert, il faut que je joue une carte avec un désert présent. Les cartes, il y en a certaines, elles sont doubles, donc là on dit, j'ai une carte désert haut, j'utilise la partie désert. Ensuite, je rejoue une carte pour dire, je vais me passer par la forêt. Je joue encore une carte forêt, je joue encore une carte eau, je joue encore une carte forêt et j'arrive là et je pose ma petite maison, mon petit campement, pour délimiter la zone. Et en effet, comme tu disais, plusieurs façons de scorer. Ce qui est intéressant dans le jeu, justement, il n'y a pas qu'une strat. Tu peux jouer la strat de tes objectifs qui est quand même assez importante, on ne se leurre pas, c'est important, mais il faut aussi penser qu'il y a une strat de contrôle de territoire qui... plus tu as de campements, on va dire, de villages, en effet, ça te rapporte aussi des points. Il y a en effet, j'ai oublié le nom, les physalis, les fleurs qui vous rapportent des fleurs, les flammes qui sont sur vos objectifs. Il y a un côté aussi, quand on débloque les objectifs. Ce que tu as dit aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est par rapport aux objectifs. C'est-à-dire que sur le premier, il va t'orienter, tu as un objectif de base qui va te donner une ligne conductrice pour le début de ta partie, mais après ce début va aussi un peu conditionner la suite de ton gameplay parce qu'en effet tu as tout intérêt à rester sur le même type d'objectif que tu as validé sur le premier pour que ça puisse bien comboter quand tu vas prendre, parce qu'en gros quand tu vas valider un objectif, tu vas pouvoir en choper un autre, mais en fait tu peux, au moment où tu le chopes, déjà le valider si tu as déjà les prérequis qui ont été activés avant. Tu n'es pas obligé de débloquer les prérequis par la suite. Si tu viens qu'à chaque fois que tu prends un objectif, tu as déjà les prérequis, let's go, il est validé et ça accélère ton gameplay. Et c'est en ça aussi qu'on s'est fait défoncer par Marion parce qu'elle prenait un objectif, c'est validé, mais je valide aussi celui-là du tour juste avant et celui-là et hop, 4 objectifs. Le jeu est timé en effet par rapport à... Donc c'est pour ça, c'est aussi moi ce que je trouve une très grosse force du jeu, c'est donc c'est un jeu familial, je pense qu'on peut clairement jouer avec les enfants, ça passerait vraiment 8-10 je pense, et ça je trouve que c'est sa très grande force, c'est que ça se joue de façon intuitive et dans un délai vraiment respecté, et donc quand t'as pas beaucoup de temps, tu peux sortir une petite boîte de Day One, tu joues tac tac et beau matos, le coup des maps qui vont changer aussi, t'as pas l'impression de faire tout le temps la même partie, donc tu peux en changer. Le jeu se veut entre guillemets évolutif parce qu'il va y avoir d'autres contraintes qui vont j'ai cru voir des contraintes de lave, je crois, ou je sais plus quoi, d'autres contraintes qui vont s'ajouter dans les autres scénars. Ça, il faut qu'on les teste, mais ouais, vraiment moi c'est vraiment très sympa, et puis l'univers qui est dedans, j'ai vraiment trouvé ça bien rendu. C'est thématique, ça marche bien, la thématique marche bien avec la méca, et j'aime bien quand tu arrives, justement je trouve que c'est encore plus simple d'expliquer un jeu quand tu arrives à l'expliquer par l'immersion. Là c'est facile, tu dis regarde, pour te déplacer, c'est une tribu qui marche, tu vois, tu veux faire un village, c'est 2 tribus côte à côte, ça fait un village parce qu'ils ont 2 maisons, à partir de 2 ils font un village, c'est facile pour expliquer justement des enfants, c'est ça que j'aime bien. Je vais passer le micro à Robert. Vas-y Robert. Je vais être court parce que je vais pas faire de la redite. Moi j'ai
vraiment beaucoup aimé. Je trouve que déjà le plateau est vraiment très très beau. Même si en plus c'est pas finalisé, il y a des trucs qui vont changer. Pas énormément, mais des détails quoi. C'est ça. Mais vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé le fait que, comme tout ce que tu as dit, que quand on doit se déplacer, on doit utiliser des ressources. Ça, c'est vraiment une mécanique qui marche très très bien. Le fait que ce soit une course aussi, ça change tout sur ce genre de type de jeu. En fait, je trouve que c'est la méga force du jeu. Et non, franchement, j'ai qu'une seule hâte, c'est que ça sorte et que franchement, je pense que j'ai vraiment envie de refaire des games quoi. Pas beaucoup plus que ce qui vient d'être dit, sachant que justement je vais rebondir sur ce côté fluide et mécanique et j'essaye d'avoir un maximum de cartes pour pouvoir me déplacer, mais en même temps le temps que je perds à avoir des cartes, c'est à ce moment-là que mes adversaires ils vont également poser des huttes, donc les emplacements vont être pris, sachant que la façon dont en tout cas moi j'ai joué, c'est j'ai essayé d'aller au maximum sur les objectifs où il y avait des points. C'était ces fameux quand on fait, donc on a notre petite tuile, vous aurez vu les images, par exemple il me faut une forêt et je sais pas quel était le nom des emplacements noirs, j'ai fait en sorte de les avoir, mais également de mettre mes maisons côte à côte, de manière à avoir plusieurs groupes de maisons, parce que ça je trouve que c'est quand même vachement fort. Bon après on a fait qu'une seule partie, je peux pas vérifier si c'est tout le temps comme ça, mais en gros 4 points par double maison et on a maximum 8 maisons à poser. Si vous arrivez directement à les faire en duo, ça fait tout de suite des points par là. Et après, oui, en effet, où je vais rebondir sur le côté, c'est une course. Alex a commencé la partie en disant « De toute façon, c'est une course. Mon but, c'est pas de faire le plus de points, c'est d'arrêter en premier. Comme ça, vous ferez pas beaucoup de points. » Sauf que j'ai été mise au courant et donc du coup j'ai tout fait pour faire ça en première et en effet j'ai réussi à avoir les cartes qui combinaient avec les emplacements que j'avais besoin, ce qui faisait que dès que je pouvais poser une carte ça me ramenait un bonus de village fait finalement et ainsi de suite, de manière à sur le dernier tour on avait tous 2 pions à poser et j'ai réussi à poser les 2 quasi côte à côte, tout simplement. Let's go. Ouais, on a fini petit tout. Tour. Ouais, je pense qu'on va se garder le petit dernier pour le prochain rush. Comme ça, si on arrive à faire une deuxième vidéo avec nos copains qui sont ici présents avant la fin de la semaine, ce qui serait cool parce qu'on va encore beaucoup jouer d'ici là. Si on arrive à tourner une vidéo juste avant votre départ, genre vendredi, comme ça on aura encore joué tous les jeux qu'on va tester entre maintenant et vendredi. Ça pourra faire une deuxième salve avant votre départ parce que nous aussi on va encore jouer la semaine prochaine au sommet des jeux. On va jouer à beaucoup de jeux et aussi pas mal de nouveautés la semaine prochaine, donc on vous en fera aussi un petit débrief comme ça avec Marion, mais déjà cette semaine de jouer un peu à tout type de jeux et pas forcément des news. Il y aura peut-être de la news vendredi, il y aura peut-être des anciens jeux. On s'était lancé sur un parc, voilà, on va essayer de refinir notre partie, on était trop claqués, mais voilà, on va reparler peut-être d'anciens jeux aussi, mais parce que franchement des vacances à jouer c'est quand même vachement bien. C'est ça, rando jouer, c'est trop. Très bien, ouais. Voilà. Merci à tous. Tiens, je te laisse. Ouais. Merci les gars. Et puis on se dit à vendredi. À vendredi, pas de problème. Nous, on n'a plus qu'une chose à faire, ou en tout cas plein de choses à faire. En l'occurrence, aller jouer, mettre de la biafine. Alors le soleil s'est un petit peu couché parce qu'il est derrière la montagne là-bas, mais en effet, on a bien cramé. Donc randonnée demain, jeu ce soir, piscine, et on se retrouve vendredi avec plein d'autres jeux. A plus. Ciao. Allez, n'hésite pas à donner ton avis sur lesmeeple.fr, le site de référence des reviews et tendances jeux de société. Allez, clic clic.